Cet épisode spécial parle de la nouvelle Audi Q5. Et en version Sportback, vous pouvez la voir ici avec ce style coupé arrière légèrement tronqué. Peu importe la version que vous choisirez, tout est là pour vous ici. Nous le comparerons aussi au Mercedes GLC et au BMW X3. Et puis vous m'avez demandé, quand vous pourrez conduire le tout nouveau Audi Q5, comment se compare-t-il à ses concurrents? Tout à savoir avec Thomas en 4K, plein écran intégral. Allons-y, on commence ici avec le Q5 normal, déjà en version S-Line. Et nous avons aussi un pack noir où les anneaux sont assombris. Voici donc le véritable modèle S sans le pack noir que je préfère car vous avez les anneaux Audi brillants et aussi plus d'accents chromés dans la calandre et le retour de l'emblème S dans la calandre avant. Ouais, je pense sincèrement que ça semble vraiment plus cool avec ces accents chromés ici. Grenadine Red, c'est pour ce Sportback ici. Zakir Gold, c'est pour celui-là. Léa préfère toujours le style blackout, sombre et sportif comme ici. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que la ligne S ressemble beaucoup au vrai modèle S. Ce sera une plus grande différence que le modèle de base. Mais vous voyez ici, les structures restent similaires. La BMW X3 a surtout été critiquée pour son design avant. Le Q5 a généralement reçu de bons retours pour son design, assez compliqué avec des logiques optionnelles. Cela commence par exemple avec les phares qui ont 3 étapes bien définies, la base, puis un LED+, et ensuite ici le LED matriciel optionnel avec toutes les différentes fonctionnalités, des signatures lumineuses et des clignotants en cascade à l'avant et à l'arrière. Et c'est un schéma qui sera appliqué sur le véhicule avec de nombreux éléments proposés en option. Cela devrait franchement être plus simple pour le client. Comparaison arrière, la forme du SUV est un peu plus droite, mais déjà aplatie. Celui-ci, encore une fois, avec le pack noir et les anneaux Audi sombres. Et vous pouvez voir cette bande lumineuse qui va jusqu'au bout. Même à l'arrière, vous avez une logique en 3 étapes pour l'équipement ici. Et c'est encore une fois la version haut de gamme où vous avez ces OLED ici. Ils scintillent un peu. Les capteurs de proximité s'activent parfois quand vous approchez. Quand vous approchez du véhicule, un signal vous indique de reculer. La ligne S affiche un net contraste dans la partie inférieure, accompagné de vrais embouts d'échappement, même pour le modèle diesel de 2 litres. C'est un nouveau design créé en réponse à vos nombreux retours qui ont clairement indiqué à Audi que les faux échappements étaient trop exagérés. Audi, autrefois reconnu pour ses échappements factices, a pris très au sérieux ce retour et a opté pour un design plus honnête et authentique. Voici le modèle S suivi du Sportback. Ce dernier est légèrement aplati avec un style coupé. Les feux arrière sont similaires et le modèle S, dépourvu du pack noir, est orné d'une bande chromée et de véritables échappements, 2 de chaque côté, lui donnant une allure vraiment massive. Nous allons bientôt faire ce test sonore pour vous. Juste pour clarifier, choisir le modèle S n'a rien à voir avec le fait d'avoir un Sportback ou non. On peut avoir le modèle S pour le SUV normal et évidemment les moteurs classiques également pour le Sportback. Dans ce plan en V, voyez les différences entre SUV et Sportback. La Q5 mesure 4,72 mètres, soit 186 pouces, légèrement plus longue que la précédente. Ici, vous voyez bien des roues allant de 18 à 21 pouces. Ce sont des roues de 20 pouces sur notre Q5 S-Line. Et ici, avec le pack noir, vous pouvez voir les coques de rétroviseur en noir et aussi les cadres noirs tout autour. L'insigne S-Line est aussi nouveau. Il a été amélioré ensuite, encore une fois, après vos retours. Et le style SUV classique, qui est plus populaire sur le marché américain, par exemple, est plus droit ici. Et puis au Sportback, qui a ce look aplati juste là, le Sportback est un peu plus populaire en fait en Europe, surtout en Allemagne. C'est très intéressant. Ici, il n'y a pas de pack noir, donc nous avons les cadres chromés. Et aussi beau ici, ces coussinets chromés ici pour les rétroviseurs latéraux. J'adore ce style. Ici, 21 pouces pour les roues. C'est même possible pour le SQ5. 19 pouces sont standards ici, avec des freins plus grands, etc. La suspension du Q5 est normale.
ici le SQ5, a une suspension sport fixe. Cependant, ces suspensions de base ont déjà un amortissement adaptatif à fréquence. En option, sur les deux véhicules ici, la suspension air adaptative. Elle varie entre différentes hauteurs jusqu'à 6 cm, par exemple en mode tout-terrain ou en mode sportif abaissé. Avec la suspension pneumatique, elle est adaptative. En changeant les modes de conduite, elle se durcit, etc. La gamme de moteurs 2 litres TDI offrant 204 chevaux, 7,4 secondes pour l'accélération en 4 roues motrices. Et ici, notre SQ5 avec le V6 3.0 litres. Celui-ci avec 367 chevaux et 4,5 secondes à l'accélération. Bien sûr, aussi transmission intégrale. En Europe, le mHalf Plus, système hybride léger, batterie de 1,7 kWh, récupération plus efficace. Voici le porte-clés, noir mat. Ensuite, les sons de fermeture des portes. C'est correct, ça pourrait être mieux. L'arrière sonne mieux, en fait. Puis, à l'intérieur des portes, dans cette finition avec microfibre Bang & Olufsen optionnel. Pas de cache à l'intérieur des portes, solide, juste un fond en caoutchouc pour que les objets ne bougent pas. Levier de fenêtre standard à noter. Ce noir brillant attire les empreintes. Et vous voyez, c'est aussi un design à un seul bouton. C'est essentiellement un seul bouton en fait. Ensuite, vous avez ici pour la S-Line un badge de seuil d'entrée S-Line. Et que ce soit S-Line ou SQ5, c'est plus ou moins le même design. Pour le moment, tout est obscurci ici. Vous pouvez voir un panneau noir dans un schéma incurvé. Et ensuite, je peux aussi activer l'allumage ici. Et là, vous pouvez voir quand tout prend vie avec un écran différent. S-Line ici avec le logo très sportif, fond plat. Couture à l'intérieur. Et ici, l'éclairage de ces boutons. Encore un bouton. Mais il offre au moins un bon retour de clic. Les sièges, options de base ou sport. Ceux-ci sont fournis avec S-Line ou SQ5. Donc plus d'accentuation des épaules. Et dans ce cas ici, avec la microfibre à l'intérieur, avec ses coutures spéciales, vous savez, ça semble vraiment cool, vous ne trouvez pas? Ces coussins assurent aussi le confort, rendant le tout plus agréable. À 1,88 m, de la place pour la tête. Un modèle avec toit panoramique existe. Celui-ci n'a pas cela. Commande de siège électrique et ici aussi commande électrique pour le volant. Double vitrage à l'avant. La vitre avant a déjà une lamination acoustique spéciale. Ici, le double vitrage pour les fenêtres latérales, des vitres acoustiques sur les côtés est une option. La disposition du cockpit, nous la connaissons de l'Audi A5, Audi A6 e-tron, donc c'est essentiellement similaire et également la toute nouvelle Audi A6. Avec le pack Mid-Tech, vous obtenez également l'écran passager, sinon ce serait un élément de décor noir brillant en fait. Ce panneau ici pourrait être trop pour certains, mais je pense qu'il est bien intégré, avec une belle courbure élégante. Il y a divers éléments déco ici. On verra bientôt celui de la SQ5. Ici, la boîte à gants est bien amortie. Cela correspond vraiment à la qualité de fabrication. Une couverture en microfibre sur la console centrale, j'aime. Pas de fini brillant à l'extérieur, juste à l'intérieur de la console centrale. Audi fabrique parmi les meilleures portes-gobelets car ces 4 points saisissent différents verres, pas trop serrés, mais assez pour diverses hauteurs. Levier de vitesse intégré qui simplifie les choses. Devant, 2 ports USB-C et un chargeur à induction pour votre téléphone. C'est également bien ventilé et l'accoudoir ici est vraiment moelleux pour votre coude avec différentes hauteurs qui sont disponibles. Pas vers l'avant, avec plus d'espace en dessous. Et si vous vous demandez si le SQ5 est différent à l'intérieur, pas vraiment, juste un autre élément déco, celui-ci comme la fibre de carbone ouverte que vous pouvez toucher. Pas certain que ce soit vraiment exclusif, je dois consulter le configurateur. Aucune vraie différence pour les lots, le reste, etc. Donc oui, que ce soit S-Line ou SQ5.
C'est assez similaire. Côté conducteur, ici avec des anneaux Audi en 2D. Je préfère les 3 dimensions, mais ils ont quand même l'air sympas. J'aime qu'on ait toujours un champ séparé ici pour le volant chauffant d'ailleurs. En ce qui concerne les instruments numériques, on peut clairement voir que les tours par minute se trouvent en bas à droite. Ici, c'est la vitesse des deux côtés. Je pense que ça n'a pas de sens. J'attends une mise à jour où ceci sera le compteur de tours. Et bien sûr, vous pouvez changer entre différentes vues juste ici. Vous avez aussi un affichage tête haute en option dans le package. Ensuite, le système d'infodivertissement principal avec la climatisation ici. Accéder facilement à l'Apple CarPlay ou Android Auto avec ou sans câble et le MMI lui-même, je dirais, est assez rapide. Si vous mettez en marche arrière, vous avez la vue de la caméra comme ici aussi, cette vue de drone d'en haut. Ensuite, vous auriez un menu supplémentaire juste ici pour l'ouvre-porte de garage. C'est quelque chose que je vous ai déjà montré en format court, parce qu'ici, sur le mât, ils peuvent programmer un ouvre-porte de garage, même avec la localisation GPS, pour que le portail s'ouvre automatiquement puis se referme ensuite. Sièges arrière, SUV d'abord, intérieur des portes, en haut, structuré, peu doux. C'est bien, ici, intérieur en microfibre. On trouve aussi un top tether à l'arrière et puis Isofix sur les sièges avant et à l'arrière ici. Ce capuchon se lève très facilement. La microfibre est agréable et douce, même à l'arrière. On peut choisir les sièges arrière plus, permettant à la banquette de se déplacer de 10 cm pour agrandir le coffre ou l'espace pour les jambes. Et c'est aussi ajustable en inclinaison, mais ce n'est pas standard. Ici, les 2/3 avancent, tout recule, et ici aussi, l'inclinaison. Globalement, le confort à l'arrière est bien. Avec la microfibre ici, les sièges à l'arrière deviennent vraiment plus moelleux et confortables pour s'y asseoir. C'est une grande différence si vous pouvez l'obtenir sur votre marché. Pour l'espace tête et jambes, dans le SUV sans toit panoramique, il reste assez de place. Bientôt, par rapport au Sportback et à l'espace jambes, il y a des renfoncements ici. C'est vraiment bien pour les genoux. Ça convient bien aux grands adultes, même si le package pourrait être un peu mieux. Globalement, c'est confortable au centre puisque c'est aussi possible pour 5 adultes. Oui, un peu plus rigide, surtout pour votre dos, mais je pense que dans l'ensemble, ça fonctionne. Et ici au centre, contact allumé, siège chauffant, clim, 2 chargeurs USB-C à l'arrière, siège arrière version Sportback. Celui-ci également sans le toit panoramique, et ici vous pouvez voir que c'est un peu plus rapproché. On perd un peu d'espace pour la tête avec cette ligne de toit descendante, mais cela reste correct. Ce n'est pas vraiment un compromis. Ici, c'est SUV contre Sportback. Ça va être très excitant. La capacité standard du coffre pour ce SUV est de 520 litres et seulement 5 litres de moins pour le Sportback car vous ne perdez que la hauteur ici au-dessus de ce cache. Ici, c'est vraiment un peu plus peu profond. Et là-haut, il n'y a vraiment qu'un seul centimètre de différence entre les deux. Celui-ci fait environ 73 cm ou 29 pouces, tandis qu'ici, en déplaçant le cache en haut, on a environ 74 cm. Donc, il y a une hauteur plus élevée dans cette zone ici. Hormis cela, c'est presque pareil. Donc ici, depuis le coffre, encore une fois, la différence est le banc amovible de 10 cm. Avec le banc ainsi que le subwoofer, on perd environ 45 litres de volume. Sous cette section, un espace est libre. Néanmoins, avec le subwoofer, on perd environ 10 à 15 litres. Cependant, on peut encore y ranger des affaires. La longueur habituelle est un peu plus d'1 mètre ou 40 pouces. La largeur entre les roues dépasse aussi 1 mètre 40 pouces. On peut aussi rabattre les sièges. Cependant, vous devez le pousser par ici ou faire le tour. Voilà, ça s'enclenche. L'autre descendrait aussi. Pour l'instant, il touche le siège avant. Voilà, c'est à peu près 1,80. Ici, le banc est reculé. C'est pourquoi ça marche aussi en poussant ceci et ça vers le bas. Pour déverrouiller les sièges, tirez ce levier sur le côté, puis vous pouvez le remonter. Toujours flexible ici, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Normalement, cela ne devrait pas gêner celui-ci. Les deux marchent très bien.
Avec la suspension, on peut abaisser le chargement. Oui, dans le Sportback, c'est pareil en dessous. C'est surtout une question de design. La seule chose qui pourrait être affectée, c'est peut-être les caisses pour chiens qui ont vraiment besoin de hauteur, surtout dans cette zone ici. Pour ranger le couvercle, ils ont trouvé une solution ingénieuse. Donc, tout d'abord, retirez ce couvercle juste ici. Vous devez donc simplement le tenir. Ensuite, vous glissez ceci ici sur le côté. Voilà. Et puis, vous le voyez déjà. Peut-être qu'ici, il y a un bon espace pour le ranger en dessous. Certains ont adopté cette solution. Je crois que c'est bien. Cependant, avant de remettre tout en place, vous devez encore installer ceux-ci à nouveau. Il pourrait y avoir des solutions plus pratiques, mais c'est simplement à quelle fréquence vous le faites vraiment. Voilà. Puis, refermez-le. Ici, un SQ5 en Ultra Blue, un Thoma Blue typique, d'un bleu vraiment éclatant. Et ici, en District Green. C'est un Q5 Sportback, pas le modèle S, mais la S-Line, mode dynamique. C'était une première 70 km à l'heure en mode dynamique, sympa. Et comme je l'ai dit, plus on pousse, plus la puissance est envoyée aux roues arrière. Et c'est aussi un SUV, bien sûr. On commencera avec quelques virages sinueux pour vous plus tard, puis un peu plus d'autoroute en mode dynamique. La suspension pneumatique est un peu plus rigide, me donnant aussi plus de retour. Et nous avons ici le SQ5 avec le 6 cylindres de 367 chevaux. Ça offre de bonnes performances. Ensuite, on comparera aussi le 2.0 TDI si vous voulez moins dépenser. La première chose que je remarque ici, c'est une direction très bonne. Une manipulation si précise, chaque degré a un impact. Et aussi, la direction progressive est standard. Donc, je n'ai pas besoin de diriger autant, je peux garder les deux mains sur le volant tout le temps. Oui, l'entrée de direction est vraiment agréable, surtout quand on est dans des situations de slalom ou autres. Et aussi, par rapport au X3 et au GLC, celui-ci a, oui, peut-être la meilleure direction. La direction du GLC était aussi vraiment bonne. Mode dynamique, encore une fois, accélérons. Disons, 40 à 80. C'est ça. Bien, oh, on aurait pu accélérer encore plus. Donc 80, c'est bon maintenant. Ce système 4 Ultra fonctionne très bien. À des vitesses élevées, il est très stable sur la route. C'est bien, amusant, avec une bonne sensation des freins. Donc, ouais, je veux dire, la voiture donne vraiment l'impression que tout ça semble bien, tu sais. C'est vraiment bien fait. La différence avec la 5 est bien sûr la même plateforme de base, beaucoup des mêmes pièces, mais elle est plus haute. On a vraiment l'impression d'un vrai SUV. Oui, ou une belle accélération sur l'autoroute. On peut revenir en mode confort. Et franchement, comme déjà dit, le bruit du vent est vraiment bien maîtrisé. Et quand la route est lisse, c'est vraiment, vraiment bien. Quand la route est abîmée, vous entendez ce bruit sourd. Quand tout est en ordre, ça fonctionne bien. Ici, je peux activer l'assistance de maintien dans la voie pendant que le régulateur de vitesse est déjà en marche. Et les systèmes d'assistance sont vraiment élaborés ici, me gardant dans la voie. Ici, le moniteur d'angle mort dans le rétrolatéral est parfait. Et maintenant, quand l'autoroute va un peu à droite, c'est aussi amélioré dans cette nouvelle génération. Les systèmes d'assistance ont réellement franchi un grand pas en avant. C'est vraiment formidable. Mais je pense que cette combinaison de bonne isolation contre le bruit du vent et des systèmes d'assistance très élaborés. Et maintenant, passons au diesel. À vous montrer avec le système d'assistance, même sans régulateur, en ville à 30 km par heure en zone rurale, cela fonctionne presque comme une autodirection avec l'assistance active au maintien de voie. Sans régulateur activé. Très intéressant. Donc allons légèrement au-delà de 40 ici. Allons-y. Et voilà 120 km à l'heure. Le bruit du vent est faible. Je trouve que la suspension ne change pas vraiment, non?
C'est probablement plus lié au mode de conduite comme le mode dynamique ou confort et pas forcément à une différence entre le SQ5 et un Q5 ici. La différence du SQ5, c'est le V6 essence, consommation 10 litres par kilomètre. Pour le 2 litres TDI, environ 7 litres. Un Q5 nouveau démarre à environ 50 000 € ou livres. Les prix US arrivent plus tard. Bien sûr, vous pouvez le configurer à votre guise. Un SQ5 est à environ 85 000 €. Ici, un modèle Q5 2.0 TDI avec de nombreux extras se vend à 84 000 €, donc aussi cher qu'un SQ5 de base. Et le véhicule ici est en version Sportback SQ5 et avec toutes les options 102 000 €. C'est bien plus cher que le prédécesseur. Et en plus, nous avons récemment comparé même les modèles performance du X3 et du GLC. Et le BMW X3 M50 ou le Mercedes GLC 43 AMG, celui-là était à environ 90 000 quelque chose. Donc celui-ci est comme 10 000 € plus cher que les homologues Mercedes et BMW. Ouais, franchement, ce surplus de prix n'est pas justifié du tout. Pense à voir notre revue de l'X3 et du GLC.